Arrêtons de rêver à des solutions technologiques pour tous les secteurs en 25 ans. Faisons preuve de discernement technologique. Il y a des choses qui marchent, il faut y aller à fond. Il y a des choses où, objectivement, on n'a pas le début du commencement de la solution. Je ne sais pas, moi, les avions, par exemple, on sait très bien qu'on ne saura pas les décarboner. C'est évident qu'il faut parler du volume de l'aviation civile, de pourquoi on prend l'avion, etc. Sinon, on peut parler, si vous voulez, d'avions hydrogène. Mais et on a vu quand on a voulu interdire les jets privés, quand il y a eu des discussions sur les jets privés, c'était devenu incendiaire. Alors que, officiellement, ça ne concerne pas du tout vous et moi, les jets privés. Non, effectivement. Donc voilà, même ça, qui est vraiment un truc de bon sens, on ne le fait pas. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire même les choses faciles politiquement, on refuse de le faire. Quel imaginaire ou vers quel horizon souhaiter pour justement ne pas renoncer, parce qu'on on a mis le renoncement en point d'interrogation. Je pense pas qu'on porte le discours qu'on va renoncer. Pourtant, il faut être lucide pour briser peut-être l'apathie ou ces vents contraires ou le déni. Jean-Baptiste Fressoz, vous dites là, c'était dans, je crois, un article récent dans la revue Terrestre, et je sais qui m'a beaucoup intéressé. Vous dites en fait là, on parle du backlash écologique. Vous avez même participé à ce livre collectif sur le backlash écologique, mais vous dites en fait, on s'illusionne de penser que nous sommes dans une période temporaire où aujourd'hui il y a les Trump et etc. qui ne veulent pas de l'écologie, mais demain ça ira mieux. Vous dites en fait c'est structurel. Expliquez-nous pourquoi. C'est un peu ce que je disais en introduction, quoi. C'est-à-dire ce qui cause le changement climatique, en fait, c'est l'ensemble de nos technologies, de nos consommations matérielles. C'est vraiment structurel, en fait, à la manière dont fonctionnent nos économies, et depuis longtemps, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui date d'au moins 2 ou 3 siècles, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très structurel, très pesant. Et c'est vrai que backlash, on a l'impression qu'il y a une sorte de tendance vers l'écologisation, vers la transition, et puis il y aurait quelques fauteurs de troubles, genre le méchant Trump, qui nous empêche d'avancer. Et je trouve que c'est un peu naïf et gratifiant vis-à-vis de nous-mêmes. C'est sûr que Trump est une mauvaise nouvelle et ça ralentit plein de choses et ça détruit même des processus intéressants. C'est pas pour exonérer, mais malheureusement, Trump, c'est pas lui qui fait que les émissions ne baissent pas objectivement. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. De manière amusante, cette idée de green backlash, de backlash environnemental, en fait, c'est une vieille idée. Ça remonte à 1970. C'est juste après le jour de la Terre, un éditorial dans le New York Times qui dit ça y est, il y a déjà une sorte de retour de bâton contre les environnementalistes. Mais c'est balayé en disant, en fait, les industriels un peu sérieux comprendront bien que l'environnement, c'est très important, et donc ceux qui sont contre l'environnement, c'est vraiment des réactionnaires obtus. Et la suite de l'histoire leur a donné complètement tort. C'est-à-dire, en fait, le retour de bâton, il est absolument général, parce qu'une fois encore, c'est en fait, tout acte de production est de fait compliqué environnementalement. Ça a des conséquences environnementales de produire quelque chose. Et je crois que, en parlant d'imaginaire, je pense que vraiment, ce qu'il faudrait pousser, c'est une réflexion sur, en fait, à quoi ça sert ce qu'on produit, quoi, au fond. C'est ça la vraie question. Est-ce que vraiment ça augmente le bien-être de la population en général? Est-ce que c'est pour accumuler du profit? Est-ce que c'est pour satisfaire des besoins vitaux? C'est ça la vraie question, à mon avis, de l'environnement. C'est pas qu'on va décarboner le monde entier en 30 ans, personne n'y croit une seconde, évidemment. Et dire ça évite de poser cette question de, en fait, à quoi ça sert ce qu'on produit, quoi. Vous avez, Sébastien Dutreuil, la question de... donc, l'hypothèse Gaïa de votre livre, c'est cette question de... C'est évidemment vertigineux à résumer, mais vous dites, en fait, dans la lignée de ce que dit Jean-Baptiste Fressoz, si on considère la Terre comme un système vivant, dans lequel nous sommes inclus, faisons partie de ce système, alors ça change, je résume évidemment à très gros traits, ça change, considérer l'habitabilité de la Terre devrait être ce qui guide notre façon de voir. Pourquoi ? Alors, je vais juste réagir rapidement sur cet aspect-là et après prolonger peut-être un peu ce que disait Jean-Baptiste sur le premier aspect. L'importance de l'habitabilité, c'était la question de Gaïa dans les années 70, et c'est de ça, en fait, dont héritent les sciences du système Terre sur les limites planétaires, l'anthropocène, etc. C'est cette montée en intensité, montée en généralité, de dire, en fait, on vit dans un monde dont dont on dépend et qui est produit par l'activité des vivants et donc par nos activités aussi. Dans le sillage des réflexions sur Trump, une des choses qui m'a frappé, c'est la place des sciences en fait depuis en gros on va dire les années 50. Pendant une grosse partie du XXe siècle,
une large partie des sciences étaient des alliés des États, de l'industrie et de l'armée, y compris la climatologie, la physique du climat. Elle se constitue pendant la guerre froide, initialement comme une science stratégique et militaire, parce que ça permet de détecter des essais nucléaires, de faire circuler des sous-marins de manière discrète, etc. Donc la climatologie physique, initialement, c'est une alliée des puissances. Et dans les années 70-80, bon gré mal gré, de manière un peu chemin faisant, elle se retourne contre ces puissances en se transformant en une science d'alerte qui n'est plus sous le secret défense, mais qui est une science d'alerte globale, et en promettant non pas plus de puissance, mais d'une certaine manière moins de puissance, comme elle peut être lue parfois avec l'idée de décroissance. Et donc c'est ce basculement en fait de la place des sciences dans les années 70-80 qui d'une certaine manière vient expliquer les réactions de Trump d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout contingentes, qui ne sont pas le résultat de l'élection d'un fasciste à un endroit donné, mais qui, ça c'est la partie la plus visible d'un retournement plus large des puissances contre les sciences qu'on voit sous d'autres aspects. C'est-à-dire la manière dont une partie de l'enseignement supérieur et de la recherche est détruite par des politiques néolibérales depuis une vingtaine d'années, l'intelligence artificielle qui vient déplacer complètement l'autorité et l'autonomie de l'université. Enfin, il y a toute une série d'attaques un peu plus implicites, un peu plus indirectes, un peu moins visibles et moins grotesques, mais qui, à mon avis, vont un peu dans le même sens. Ouais. Vous voulez réagir là-dessus ? Non, il y a toutes les sciences de la toxicologie aussi qui sont remises en cause. Enfin, voilà, je crois effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus large. Le backlash est beaucoup plus large, voilà. Que le climat. Ouais. Un autre point que je trouve aussi intéressant, c'est qu'en fait la question du climat émerge très tôt aux États-Unis, poussée par le lobby nucléaire. C'est bizarre parce que, enfin, à la fois ça se comprend très bien et en même temps parce que l'écologie s'est construite contre le mouvement nucléaire, ça paraît surprenant. Mais en fait, parmi les premiers scientifiques à dire il y a peut-être un problème avec le climat et on peut l'étudier en plus avec des outils nouveaux que les savants atomistes possèdent à ce moment-là, ce sont les promoteurs de l'énergie atomique. Ils ont bien compris que c'est un très bon argument pour défendre leur technologie. Dès 1953, l'Atomic Energy Commission, l'équivalent du CEA aux États-Unis, dit voilà, il y a une des limites potentielles à l'usage des fossiles. C'est pas simplement qu'on va épuiser tout le charbon, c'est en fait l'atmosphère qu'on est en train de transformer drastiquement, quoi. J'ai une petite question pour vous. Après, Laurence, je vais continuer à faire tourner. On a encore 10-15 minutes, on a un peu de temps. Jean-Baptiste Fressos, quand on a préparé cette émission, vous avez dit, oh là là, moi j'ai toujours peur quand j'interviens comme ça d'être celui qui annonce les mauvaises nouvelles sur le plateau. Qu'est-ce que, quand vous dites, voilà, la transition énergétique, elle n'a pas commencé, quand vous dites, arrêtons de nous gargariser de grands mots et regardons plutôt ce qui est fait, et pour l'instant, ça n'a pas vraiment commencé, les énergies fossiles n'ont jamais été aussi présentes, etc. Quand les gens vous disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous leur répondez quoi ? Ce que j'ai déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire arrêtons de rêver à des solutions technologiques pour tous les secteurs en 25 ans, faisons preuve de discernement technologique, il y a des choses qui marchent, il faut y aller à fond, il y a des choses où objectivement on n'a pas le début du commencement de la solution, je sais pas moi, les avions par exemple, on sait très bien qu'on ne saura pas les décarboner, c'est évident qu'il faut parler du volume de l'aviation civile, de pourquoi on prend l'avion, etc. Sinon on peut parler si vous voulez d'avions hydrogène. Mais on a vu quand on a voulu interdire les jets privés, quand il y avait des discussions sur les jets privés, c'était devenu incendiaire, alors que finalement, ça ne concerne pas du tout vous et moi, les jets privés. Non, effectivement. Donc voilà, même ça, qui est vraiment un truc de bon sens, on ne le fait pas. Moi, ça qui me frappe, c'est-à-dire même les choses faciles politiquement, on refuse de le faire. Là, en ce moment, on est en train de changer entièrement le parc automobile pour passer à l'électrique. C'était le moment ou jamais de réduire la place de l'automobile, de réduire la taille des voitures, de dire il n'y a pas de voitures en ville, mais il y a des voitures à la campagne, là où c'est vraiment indispensable. Enfin, il y a plein de choses importantes qui sont pas non plus, on parle pas de faire la révolution et de renverser le capitalisme, là on parle de régulation un peu sérieuse de la façon dont fonctionnent nos économies, même ça en fait on n'a pas vraiment envie de le faire, quoi. C'est pour ça que oui, la transition, vu le peu de moyens qu'on s'en donne, elle va pas avoir lieu. En plus c'est pas du tout un scoop. Ce qui est marrant, c'est que ce bandeau là avait fait réagir un certain nombre de collègues, mais en fait il suffit d'ouvrir n'importe quel rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on voit bien que la transition ne va pas avoir lieu. Évidemment, on va stabiliser en gros les émissions d'ici 2050, mais on sera évidemment pas à zéro en 2050, mais tout le monde le sait.